Journée nationale, à la mémoire des victimes de crimes racistes, antisémites, de l'État français, et des > hommage au Juste de France. Lecture d'un message par Madame Marie-Aimée Hide, présidente départementale du comité français pour Yad Vashem. Monsieur Risman, Mesdames et Messieurs en vos grades et fonctions, Mesdames et Messieurs, c'est avec émotion et honneur que je représente ce matin devant vous le comité français pour Yad Vashem. Et je voudrais vous parler de murs. Il y a des murs qui séparent, qui isolent, qui enferment. Mais il y a aussi des murs qui rapprochent. Derrière moi, ce mur, ce mémorial, avec 1503 noms de déportés de la Sarthe, juifs et non-juifs. Ce mur qui permet à la mémoire d'exister, qui permet à des vies de continuer à être grâce à la seule inscription de leur nom sur le métal. Le nom devenu témoin de l'existence des disparus et gardiens de leurs âmes. Ces noms ne sont pas gravés, ils sont découpés dans l'acier, qu'ils transpercent pour mieux laisser passer la lumière, dont chaque vide est créé et porteur. C'est le vide, l'absence, qui est la source de lumière. Cette lumière est partagée avec les justes. Dans la Sarthe, il y a 84 justes parmi les nations, dont le nom est gravé à tout jamais sur le mur des justes au mémorial de la Shoah à Paris, mur profané il y a quelques semaines, et à Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah à Jérusalem. Et en hébreu, les lettres qui forment le mot gravé sont les mêmes que celles qui forment le mot liberté. Et je pense en ce moment à Yontin Braki, qui vivait à Beaufait, et qui en 1944 a sauvé 2 enfants, Daniel et René, 9 et 4 ans, réfugiés avec leurs parents entorcés en vallée, après avoir échappé à la rafle du Veldiv que nous commémorons aujourd'hui. Ganel et Yvonne Herzbaum ont été déportés sans retour à Auschwitz, sans doute dénoncés. La lumière qui traverse grâce à ce mémorial le nom de Ganel et Yvonne les relie à celui de Léontine Braki, qui en soir de janvier 1944 a recueilli leurs 2 enfants, Daniel et René, qui frappaient à sa porte. Léontine a été reconnue juste parmi les nations au vu 21. La Sarthe est riche de ce genre d'histoire, de ces étincelles de lumière.
comme celle d'Albert et Marie-Louise Busson de Mansigné, reconnue juste parmi les nations par Yad Vashem en 1990, et dont le petit-fils, Jean-Guy Busson, est avec nous ce matin pour nous raconter leur histoire. Je vous remercie. Lecture du témoignage de Monsieur Jean-Guy Busson, petit-fils de Marie-Louise Bride et de Albert Busson, deux justes parmi les nations. Mesdames, Messieurs, hiver 1943, une traction noire, conduite par Tina, amie de mes grands-parents, arrive avec une famille de 6 personnes pour être hébergée à la ferme du Chandelier. Ma grand-mère, Marie-Louise Bride, a passé une partie de son enfance dans les familles d'accueil avec Marie-Rose, épouse de Landau, et Yvonne Goupil. La famille Landau résidait à la Frodonnière, à proximité de Château-l'Hermitage, et servait de plaque tournante pour le placement des familles et enfants dans la partie sud de la Sarthe. Léontine Tiercelin, dite Tina, de son nom de résistant, s'était distinguée comme infirmière sur le front russe en 1914. En 1943, elle exerçait toujours son métier d'infirmière et d'herboriste dans le 11e arrondissement de Paris et possédait une maison à Livret-Paulin, dans Sarthe. Le Chandelier, c'était un corps de fer très rustique. Situé à 5 km du bourg de Mansigné, il y avait seulement 2 pièces, une grande pièce de vie et une chambre. L'arrivée de cette famille allait bousculer les habitudes de la famille Busson, où vivaient déjà 4 enfants. Albert et Marie-Louise avaient suspendu le portrait de Pétain pour éviter d'attirer l'attention trop curieuse de la ferme voisine et les soldats allemands qui venaient au ravitaillement. Les tâches à la ferme étaient réparties, Jean et Armand aux travaux des champs, Rosa et Carlette à la maison au potager. Tobias Maxwell, originaire de Wolbrom en Pologne, 46 ans, tailleur d'amis, son épouse Dora, 38 ans, née à Varsovie en Pologne, secrétaire, avec un enfant Armand, né à Magdebourg en Allemagne, où travaillait et habitait la famille. Un jour, un membre du parti nazi qui refusa de régler sa commande, Tobias lui intenta un procès et le gagna. Le SS rancunier menaça la famille. Il décida alors de fuir de Magdebourg pour Francfort, Forbach, Metz et enfin Paris. Il fut rejoint plus tard par sa famille. Ils font une demande de carte d'identité au titre de réfugié qui leur est refusée. Tobias travaille clandestinement. Un nouvel enfant naquit, la petite Rosa. La famille Macheles, répertoriée au 6e bureau, était considérée comme apatride et expulsable. Lors de la première race organisée par la police française, Tobias fut emmené par une soi-disant régularisation et dirigé vers le Veldiv, puis ensuite sur le camp de Drancy. Son épouse, grâce à une parfaite maîtrise de l'allemand, donna de sa personne pour le libérer. Il sortit vivant de ce camp très diminué. Un troisième enfant voit le jour, André, puis un dernier Micha. Partir de Paris était un impératif. La famille Macheles s'enfuit par les égouts guidés par le réseau de la Houiseau, la congrégation de Notre-Dame de Sion dans le 6e, avec de faux papiers et des certificats de baptême. Toute la famille prit le train pour la Sarthe. Après le passage des Américains à Mansigné, toute la famille Busson et Macheles fêtèrent comme il se devait ce moment historique. Peu après, ils quittèrent la Sarthe pour Paris, puis direction le kibbutz en Eretz Israël. Armand écrivit plusieurs lettres à mon père et se rendit au Mans et à Yvonne-Paulin, où vivaient mes grands-parents, pour leur demander ce qu'ils voulaient comme cadeau. Mon grand-père répondit « une paire de chaussons ». Le 17 mai 2009, c'est le Grand Prix de France sur le circuit Bugatti. Il était environ 12h30, le téléphone sonna à mon domicile. Ma cousine de Mansigny me faisait savoir que la famille Machelet sortait de chez elle, à la recherche de mon père. L'émotion était à son comble. Rosa, que j'avais cherché de mon côté pendant plus de 4 ans, était là, devant moi, accompagnée de ses 2 filles, son fils et sa belle-fille française Hilda. Nous partîmes directement chez mon père et nous laissons Rosa entrer la première. Deuxième grand choc de la journée. Mon père Jean, qui avait laissé une petite fille de 9 ans, retrouva une charmante grand-mère de 74 ans, qui recherchait de son côté notre famille. Nous avons passé des moments inoubliables. Le contact était rétabli. Le lendemain, nous sommes partis avec Rosa et sa famille sur les traces de son passé au Chandelier. La cérémonie, le 29 mai 2012, la famille Macheles effectua une seconde fois la traversée de la Méditerranée pour fêter un événement empreint d'émotion et de reconnaissance, de juste parmi les nations, pour honorer mes grands-parents. La cérémonie a été célébrée à Notre-Dame de Sion, en présence de Rosa et de sa famille. Aujourd'hui, Rosa, ses frères, mon père ne sont plus là. Mais le lien des deux familles est toujours maintenu.
Lecture du témoignage de M. Joseph Wessman, rescapé de la rafle du Veldiv, vice-président de la communauté israélite de la Sarthe. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le génocide dont furent victimes les Juifs en France. Le Larousse dit génocide, extermination systématique d'un groupe humain, national, ethnique ou religieux. Le 16 juillet 1942, le gouvernement de l'État français organise et exécute une grande rafle, la rafle du Veldiv, baptisée Opération Vent Printanier. Durant l'occupation allemande, ce 16 juillet 1942 fut la journée la plus dramatique pour les Juifs. Toutes les administrations apportent leur concours, douane, police, gendarmerie, etc. Le thème est « Il faut se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Quelqu'un exprime ce que tous ressentent. Je suis blessé en tant que Français de l'insulte que l'on me fait en tant que Juif. Dès l'aube, les policiers tirent du sommeil des familles hébétées. Des milliers de groupes circulent dans Paris. Ils sont composés de 7 à 8 personnes, 2 policiers et 5 à 6 civils, hommes, femmes et enfants, portant l'étoile jaune. 4500 policiers français par équipe de 2, l'un en tenue, l'autre en civil, sont chargés de l'opération. Quelqu'un demande « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Rien, ils sont juifs, ils n'ont plus le droit de vivre. Et les enfants non plus? Oui, les enfants non plus. Le bilan final de la rafle du 16 juillet 1942 à Paris et la région parisienne est de 13 152 arrestations, dont 4 151 enfants. Tout ce monde est rassemblé au Vélodrome d'hiver, le Veldiv, aujourd'hui disparu. Les autobus parisiens se chargent du transport. Les conditions d'hygiène et d'internement sont insupportables. Une clameur de fond sans cesse et incessante, cris de femmes et d'enfants qui hurlent jour et nuit. La situation sanitaire se dégrade rapidement. Les malades sont évacués sur des brancards. Dans un acte de désespoir, une femme se jette du haut des gradins, ce qui provoque une tension extrême, terriblement angoissante. Cet enfermement intolérable va durer du 16 au 19 juillet. Il fait une chaleur torride. Le manque de boissons et de nourriture se fait cruellement sentir, car rien ne sera distribué autour de ces 15 jours. Puis, le 19 juillet, le Veldiv est vidé de tous ses internés. La traversée de Paris se fait en autobus vers la gare d'Austerlitz. Ce sera alors un interminable voyage en wagon à bestiaux surchauffés, laissant passer un minimum d'air et de lumière. Chevaux en long 8, hommes 40. Nous sommes peut-être 200 par wagon, avec une tinette par wagon. Parti le matin, le train n'arrivera que le soir, après avoir parcouru une centaine de kilomètres. Un convoi se dirige vers Pithiviers, un autre vers Beaune-la-Rolande, 2 camps d'internement situés dans le Loiret. Arrivé à la gare de Beaune-la-Rolande, un long convoi d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards s'étire interminablement et traverse le village pour se rendre au camp. Après quelques semaines d'internement arrive le jour de la déportation, dont le but est la solution finale. La dernière journée au camp de Beaune-la-Rolande fut la plus effrayante, la plus angoissante pour tous et surtout pour les enfants. Dès l'aube, chacun passe dans la baraque des fouilles devant de jeunes miliciens qui doivent s'assurer et vérifier que personne n'a gardé de valeur, en argent ou autre. Les montres, les bagues et autres bijoux sont retirés. Les boucles d'oreilles sont brutalement arrachées, avec le bout de l'oreille si ça ne va pas assez vite. Malheur à ceux ou à celles qui ont caché quelque chose, ils seront matraqués à tour de bras par les miliciens haineux.
Nous sommes en rang dans la cour du camp depuis le lever du soleil qui monte jusqu'à devenir brûlant. Debout, sans boire, ni manger, ni faire nos besoins, pendant 10 à 12 heures, jusqu'à ce qu'en fin d'après-midi arrive dans le camp un groupe de soldats allemands en armes, accompagnés d'un officier de haut rang, au vu de son uniforme rutilant. Ce sont les premiers Allemands que nous voyons dans le camp. Ils viennent dire au commandant du camp que Berlin n'a pas donné son accord pour que soient déportés les enfants, comme l'a décidé le gouvernement français. Les enfants retournent donc dans l'enceinte du camp avec la promesse qu'ils rejoindront leurs parents rapidement, cela sans doute pour éviter des réactions trop violentes un contre l'autre. Cette opération terminée, arrive l'ordre de prendre le chemin de la gare. C'est alors que se déroulent des scènes insoutenables qu'aujourd'hui encore j'ai peine à évoquer et que je pleure en les revoyant. Des enfants, dont mes 2 sœurs, hurlent leur détresse, leur chagrin. Ce moment est d'une telle intensité que je ne trouve pas les mots pour la décrire. Et les mères qui se débattent, les pères et les grands-parents qui crient, les frères et sœurs qui hurlent, car certains partent alors que d'autres restent. Et ce sont des milliers d'êtres humains qui, dans ce chaos apocalyptique, se débattent, hurlent et souffrent. Comment décrire ce déchirement qui dure et qui n'en finit pas? Enfin, le convoi quitte le camp pour la gare et après l'enfer que nous venons de vivre, un silence de mort s'abat sur le camp. Silence assourdissant, oppressant, angoissant, insoutenable. Camp où ne restent que des enfants hébétés, épuisés, octant leurs dernières larmes et leur immense chagrin inconsolable. Plus de 11 000 enfants ont été déportés de France de 1942 à 1944 et assassinés à Auschwitz. À cet instant précis, comment ne pas être inondé d'une immense tristesse, une immense détresse à la pensée de ce train de la mort qui quitte la gare de Bondarolande. Il va rouler 3 jours et 3 nuits dans des conditions inhumaines, emmenant ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et ma propre famille vers une funeste destination. Toute acte de l'histoire, on dit certains. 3 camps tristement célèbres en France, Drancy, Pithiviers et Bondarolande, où ont été internés des milliers d'enfants sans parents. Avant le film, la rafle, cette indescriptible tragédie de ces enfants abandonnés à eux-mêmes, avait été peu évoquée. Peut-on imaginer ce spectacle plus déchirant que ces petits êtres hier, dans la chaleur de l'amour familial et aujourd'hui devenus loques encombrants, sales et inutiles, dont personne ne veut, ces enfants qui n'ont pas encore vécu et dont l'extermination sera la seule délivrance. Il me faut rendre un vibrant hommage à la population française non juive, juste parmi les nations, et tout particulièrement sartoise, par son courage et malgré une propagande anti-juive virulente appelant à la haine par tous les moyens de la communication de l'époque, journaux, radios, cinéma, affiches, etc. De tous les pays occupés par les nazis, c'est en France qu'il y a eu le moins de déportés, à l'exception du Danemark et de la Norvège, dont la densité de population juive était très faible. Et ce, malgré le gouvernement de Vichy, complice de l'occupant nazi. Si seulement, entre guillemets, 75 721 juifs ont été déportés de France, soit 25% de la population juive, cela signifie que 75% ont été sauvés et n'auraient pu l'être sans l'aide active de la population française non juive. Il faut aussi souligner avec insistance la participation active de hauts dignitaires de l'Église, notamment à Toulouse, Montauban et Lyon, le travail magnifique de congrégations religieuses qui ont sauvé des milliers d'enfants juifs. J'exprime au passage ma reconnaissance émue aux 2 gendarmes qui nous ont aidés au cours de notre évasion, mon copain Jo et moi. Dans l'uniforme détesté, il y avait aussi 2 résistants, 2 hommes de cœur. En France, 75 721 juifs ont été arrêtés et déportés, directement à Auschwitz, en Pologne. Un voyage interminable, inhumain, puisqu'à l'arrivée, à l'ouverture des wagons plombés, de nombreuses personnes mortes d'épuisement s'écroulent
sur les quais, surtout les enfants. À peine arrivé, vite on se déshabille, vite on s'entasse dans des salles de douche qui sont en réalité des chambres à gaz. C'est l'asphyxie, l'agonie et le four crématoire. 43 441 déportés français ont été gazés dès leur arrivée. Pouvez-vous imaginer un instant ces milliers de corps d'hommes, de femmes et d'enfants asphyxiés, sans vie, cet amas de cadavres enchevêtrés, insoutenables images. Les autres vont mourir à plus ou moins brève échéance, de faim, de froid, d'épuisement, de maladie, et des conséquences d'expériences annoncées comme étant ridicules. C'est la fin. Il n'y aura que 2564 survivants, dont 25 de la rafle du Veldiv. Aucun enfant arrêté lors de la rafle et déporté n'est revenu. On peut considérer que ce sont les enfants qui ont payé le plus lourd tribut, qu'ils aient été assassinés, torturés ou cachés. En tout, 86 convois quittent le sol de France, le premier le 27 mars 1941, le dernier le 22 août 1944 de Clermont-Ferrand, alors qu'une partie de la France est déjà libérée. 6 millions d'êtres humains, dont 1,5 million d'enfants, sont exterminés par les nazis lors de cette guerre parce qu'ils étaient juifs. Le pire crime contre l'humanité qui n'ait jamais existé. De cette tragédie, il appartient aux historiens de faire leur travail et aux survivants de faire le leur, c'est-à-dire de témoigner. Nous, les victimes, nous n'oublierons pas et nous ne pardonnerons jamais. La République française a repris ses droits. Le gouvernement et toutes les administrations réalisent ensemble un travail remarquable, notamment l'éducation nationale, pour informer et éduquer. Leur but est plus jamais simple. Nous sommes de nouveau régis par ce qui est notre fierté à nous Français. Liberté, égalité, fraternité. Certes, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie existent toujours, alors que les êtres de bonne volonté veulent la même chose. Les religieux disent « aimez-vous les uns les autres », les laïcs prônent la tolérance. Même combat, même idéal. Enrichissons-nous de la culture des autres, ne la rejetons pas. Au nom de tous les hommes de bonne volonté, laïcs, religieux, athées, chrétiens, musulmans, juifs et tous les autres, épris de liberté, de justice et d'équité, œuvrons dans cette voie. Soyons vigilants, ne baissons pas les bras. Les événements actuels nous montrent que le ventre de la bête immonde est toujours fécond. Puisse, à notre pays que j'aime et que je respecte, ne plus jamais connaître une telle infamie, et comme je le dis aux élèves devant lesquels je témoignage, à un moment donné de votre vie, n'acceptez pas l'inacceptable. Vive la République, vive la France. Prière des morts par M. Alain Ifra, président de la communauté israélite de la Sarthe. Dieu de bonté et de miséricorde, toi qui tiens entre tes mains l'âme de tout vivant et le souffle de tout mortel, nous venons rappeler devant toi le souvenir de nos frères et sœurs raflés durant la Seconde Guerre mondiale et déportés vers les camps d'extermination, où ils ont péri dans d'atroces conditions.
Exauce les prières que nous t'adressons pour le salut de ces âmes. Tu leur as ouvert les portes du ciel. Tu les as accueillis avec amour et leur as donné une place au pied de ton trône éternel. En faveur de ton saint nom, pardonne à nos frères et nos sœurs les fautes qu'ils peuvent avoir commises. Quel est le mortel, a dit le prophète, qui fait le bien et ne pêche jamais? Accepte comme sacrifice d'expiation tout ce qu'ils ont souffert ici-bas, sous la botte barbare des nazis. Et tiens compte de leurs bonnes actions et de leurs bonnes intentions. Accorde-leur les récompenses que tu réserves aux justes et aux pieux, à tous ceux qui confessent et qui adorent ton saint nom. Amen. Chant des marais, interprété par Madame Manuelle Fauvi.
Lecture du message ministériel par M. Emmanuel Aubry, préfet de la Sarthe. Merci, cher Joseph Weissmann, de votre témoignage précieux car témoignage direct. Puissent vos paroles s'inscrire définitivement dans nos mémoires. Message de Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il est des horreurs qui hantent sans fin la conscience humaine, et la rafle du Veldiv est de celle-ci. Il y a 82 ans, c'est une vie, et pourtant c'était hier. L'État français a écrit ce qui restera à tout jamais une page d'une noirceur insondable de notre histoire nationale. Il est 4 heures du matin, ils sont venus nous chercher. Je vous dis adieu. Ces mots, écrits par une adolescente de 16 ans, à l'aube d'une tragédie, ces mots dont la simplicité ne dissimule ni l'amour ni la souffrance, nous touchent et nous glacent aujourd'hui encore. 3 phrases qui, par-delà le temps passé, sont l'une des milliers de cicatrices que laissera dans la mémoire du peuple français ce jour de juillet 1942. Le 16 juillet 1942, vers 4 heures du matin, alors que les victimes dormaient encore, les képis zélés du régime de Pétain ont commencé à frapper aux portes. Cela dura toute la journée et encore le lendemain. Pour les familles qui étaient de l'autre côté, dans l'intimité déjà profanée de leur foyer, la mort les attendait. Les enfants dormaient, les couples chuchotaient. Un homme laçait ses chaussures pour aller ouvrir son commerce. Une femme mettait la bouilloire sur le feu. Ce jour-là, ces gestes quotidiens furent les derniers pour 13 000 innocents qui allaient être précipités dans l'enfer concentrationnaire. Les célibataires sont directement envoyés au camp de Drancy, les couples sans enfants aussi. Les familles, 8160 personnes, sont quant à elles parquées dans le vélodrome d'hiver. Les cris des spectateurs sont remplacés par les cris des victimes. Innocents, ces hommes, femmes et enfants ont été pris dans l'engrenage meurtrier du nazisme, simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Juifs, ils avaient confiance dans la France, dont les Lumières avaient autrefois éveillé l'Europe et donné à l'homme des droits universels. Ces hommes, femmes et enfants qui avaient gardé, comme le grand rabbin de France Jacob Kaplan après la promulgation de l'odieux statut des Juifs, une foi profonde en l'esprit de justice de la France éternelle, ont bel et bien été trahis. La vérité, c'est que la collaboration avec l'ennemi, la trahison de l'essence même de la France, le régime de Vichy les a choisis délibérément. Dans nos campagnes les plus reculées jusqu'aux confins du Sahara algérien, les Juifs français furent les victimes d'une politique antisémite résolue à l'initiative du régime. La vérité, c'est que la police française s'est chargée d'arrêter les milliers d'innocents du 16 juillet. La vérité, c'est que pas un soldat allemand ne fut mobilisé ce jour-là. La vérité, c'est que l'État français est allé au-delà des exigences de l'occupant et que ce crime fut commis en France, par la France et contre elle-même. Comme l'a dit le président Jacques Chirac il y a presque 30 ans, notre pays, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Et pourtant,
au cœur de l'effondrement militaire, politique et moral, quand certains s'abaissaient dans la compromission, d'autres se sont élevés avec dignité. Face au mal qui rongeait la France et l'Europe, ils ont fait le choix de répondre par l'évidence du bien. Ces hommes et ces femmes qui refusèrent d'emprunter la voie que suivirent tant d'autres sont les justes de France. Ce sont eux qui, en accueillant un homme traqué, une famille pourchassée, ont sauvé les idéaux républicains aux côtés de la résistance. Ce sont eux qui ont incarné, avec un sens du devoir plein d'humanité, les valeurs et l'âme de la République. C'est grâce à leur action que les 3/4 des Juifs de France ont survécu. Malgré les falsificateurs de l'histoire, n'oublions jamais l'alliance fatale entre le projet génocidaire nazi et le régime de Pétain. Cette collaboration de la haine qui a abouti à la rafle du Veldiv, à toutes celles qui ont précédé et qui ont suivi, à l'assassinat de si nombreux juifs et tziganes, frères et sœurs dans la souffrance. Les actes et discours antisémites et racistes sont plus nombreux lorsque l'ignorance et l'oubli sont à l'œuvre, car la haine de l'autre, tapie dans l'ombre, guette les fragilités de nos mémoires, de notre histoire, de notre culture. Elle guette nos inquiétudes et nos faiblesses. Elle guette les dissensions de la fraternité républicaine que certains cherchent à aggraver. Et la haine précède souvent de peu la barbarie. Aujourd'hui, face à l'histoire, face à nos responsabilités, affirmons ensemble que la lutte contre les crimes de haine, contre l'antisémitisme, contre le racisme, doivent être la marque distinctive de notre époque. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbes alternatifs.
Monsieur le préfet de la Sarthe, accompagné des autorités civiles et militaires, va saluer les porte-drapeaux, la batterie fanfare des sapeurs-pompiers et le détachement de la gendarmerie. Dites-le des délégués militaires du vent. Dites-le des délégués militaires du vent. Oui, parfait. Ça, on est très bien avec le SN. Très bien, merci de votre présence. Merci à vous. Là, ça va, j'étais en week-end. Merci de votre présence. Merci à vous. Tout va bien? Ça va, merci. Pas trop chaud sous la coiffe? Non, ça va? Un peu, mais ça va. Merci de votre présence et merci de votre engagement. Les jeunes, on en a besoin, Monsieur Collin. Oui, on en a besoin. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Collin, nous, on reste jeunes. Hein. Oh, on reste jeunes. Bravo pour votre présence et pour perpétuer ce devoir de mémoire. Vous êtes toujours là, en tête de file. Bravo. Comme d'habitude. C'est bien. Merci. Amiral déclassé. Amiral surclassé. Merci. Bon courage pour les années à venir. Il y en a encore. Le maire. Le président. Et tous les mardis, je suis à Londres. Ah bon? Le terrain de pétanque. À la pétanque. C'est bien, c'est bien. Oui, non, ça va. Il est en retard. Voilà un bel exemple. Salut vieux camarade. Vous allez bien? Oui. Et vous aussi apparemment? Vous aussi, hein? Oui. On n'a pas le choix. Vous allez me chercher un ballon et la bière de l'autre côté? Viens, Marcel.